terminerai aussi en rappelant que je ne suis pas un expert, simplement un animateur. Vous faire part d'un certain nombre de réflexions qui me sont venues à l'esprit à mesure que j'écoutais les débats. Tâchez d'être bref. Je pense que des rencontres comme celle-ci, comme vient de le dire M. Nian, sont indispensables, ils devraient se multiplier. Ce sont des rencontres au niveau académique où, dans un langage savant, des experts compétents se penchent sur les problèmes et les maux d'une société. Ce sont des rencontres indispensables, mais elles sont insuffisantes. Insuffisantes parce que les peuples concernés n'y participent pas. Insuffisantes parce que je ne sais même pas si les gouvernements intéressés, gouvernements du monde noir, s'y intéressent sérieusement encore. Et insuffisante parce que il est indispensable, me semble-t-il, que les élites cessent de se séparer de leur peuple et qu'on s'efforce d'associer les peuples à la réflexion générale concernant leur propre destin. Ils ne sont pas infantiles, ces peuples. Ils sont riches d'une maturité qui s'exprime à travers leur langage et leurs institutions. Et c'est pour cette raison, pour des raisons analogues, que nous aimerions suggérer que l'on entreprenne dans les milieux intellectuels de plus en plus, lorsqu'on parle d'Afrique, des peuples africains, des peuples noirs, de souvent remplacer l'expression culture noire par l'expression civilisation noire. Ça nous permet de ne pas oublier que le peuple existe derrière nous et que nous sommes solidaires de son destin. Et d'autre part, je voudrais profiter de cette occasion également, puisque je m'exprime ici en tant que secrétaire général d'une organisation d'animation culturelle qui s'appelle l'ASAC et secrétaire général d'un festival mondial des arts nègres, pour vous dire que le bureau de ce festival, présidé par Aimé Césaire, est dirigé par un certain nombre de grands intellectuels d'Afrique et de la diaspora, a décidé de retenir comme thème du 3e festival le thème suivant: les peuples noirs, leur solidarité et leur dynamisme. Je pense qu'il faut que les uns et les autres, nous nous efforcions de penser désormais en fonction des problèmes, du projet de civilisation qui anime le dynamisme de nos peuples, et non pas simplement en fonction, je veux dire pas exclusivement, en fonction des cadres de pensée et des catégories que nous avons empruntées à l'Occident. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Les conclusions que je tire de cette réunion. Je suis venu ici non pas en tant qu'expert, je ne suis pas un historien, mais en tant que animateur culturel, habitué depuis 30 ans à m'occuper de rencontres culturelles entre les hommes de culture noire et les autres hommes de culture. Vous savez que avant de rencontrer le docteur Reismers, nous avions déjà créé un organe qui s'appelle Présence africaine et qui a fêté ses 30 ans il y a quelques semaines. Et depuis notre rencontre avec le docteur Reismers, nous lui avons confié la direction, la présidence des activités de notre association qui s'appelle Société africaine de culture. Cette Société africaine de culture a organisé de multiples colloques, des séminaires, des congrès
premier et le deuxième congrès en particulier, et des festivals. Cette Société africaine de culture a également créé des centres culturels africains, car jusque-là, il n'existait en Afrique que des centres culturels français ou allemands ou anglais ou américains. C'est-à-dire que notre jeunesse étant désœuvrée, les ambassades étrangères, c'est un phénomène curieux, malaxer pour ainsi dire l'âme et la sensibilité de nos enfants sans nous consulter, en leur livrant généreusement des livres conçus dans un bon sens selon eux, mais dans le style de leur civilisation. C'est-à-dire en détournant la ferveur de nos enfants de l'amour de leur patrie et de leur culture et de leur civilisation. Alors nous avons décidé de faire créer un peu partout des centres culturels africains. Nous avons même été amenés à créer pour les gouvernements africains une espèce d'UNESCO pour l'Afrique noire qui s'appelle Institut culturel africain ou Institut culturel, c'est ça, Institut culturel africain. Et dont le conseil exécutif, le comité exécutif est composé de ministres de la culture des différents pays membres qui se réunissent périodiquement, le siège est à Dakar. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ils sont en train d'accueillir l'adhésion de pays anglophones tels que la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana et le Libéria. Nous verrons ensuite les pays anglophones de l'Afrique de l'Est et du Centre. Nous avons également lancé, créé le festival, qui est né d'une résolution de notre dernier congrès, n'est-ce pas? Le deuxième congrès, où les artistes ont invité les gouvernements à apporter leur concours à la célébration périodique d'un festival mondial des arts libres. Nous avons animé et dirigé le premier festival. Nous avons animé le second, celui de Lagos, jusqu'à 5 mois du festival, et un conflit entre les deux gouvernements nous a mis en demeure de quitter Lagos. Mais le festival a eu lieu et dans le programme que nous avions pensé. Nous avons également créé, nous appelons la journée de solidarité culturelle des peuples noirs. Nous avons obtenu des différents gouvernements de l'Afrique occidentale d'abord et d'autres pays ensuite, francophones et anglophones, que le même jour dans l'année, c'est-à-dire le premier dimanche de chaque année, les gouvernements autorisent leur communauté rurale, nous adressons ici communauté rurale beaucoup plus qu'aux intellectuels, autorisent leur communauté rurale à organiser des manifestations artistiques, culturelles. Passer la journée vêtus dans la manière traditionnelle, manger à la manière traditionnelle, jouer de la musique, exposer des formes d'art, n'est-ce pas, et des sports traditionnels, etc. Mais de telle sorte que le peuple qui est illettré du Kenya sache que le même jour, le peuple peut être illettré ou plus lettré d'Haïti ou de la Jamaïque danse en même temps. C'est une manière de les amener à une sorte de communion par les actes, par les gestes. Et les cinéastes africains seraient chargés de filmer ces scènes de danse, de récits, de manifestations diverses, de cérémonies d'intronisation, cérémonies de mariage, cérémonies de funérailles, etc. De manière que ces films d'un pays projetés l'année d'après dans un autre pays amènent les paysans de ce pays à faire des comparaisons. Tiens, tel pas de danse n'existe pas chez nous. Chez nous, c'est différent, c'est comme ci, comme cela, n'est-ce pas? Ou telle forme de mariage est différente de ce qui se passe chez nous. Où le héros, Toussaint Louverture, n'est pas connu chez nous. Nous connaissons Sundiata, n'est-ce pas? Et nous envoyons le film Sundiata à Haïti. De cette manière, le peuple peut communier grâce au développement des mass médias, dans les mêmes images, les mêmes récits,
la même manière de penser l'histoire, de sentir l'histoire, la même manière aussi d'affronter les problèmes que nous crée le caractère spécifique de notre société, à savoir une forme tout à fait originale de racisme, n'est-ce pas? Et de penser et partager les difficultés que nous crée une caractéristique douloureuse de notre société, de notre civilisation, à savoir sa fragilité, n'est-ce pas? Il faut arriver à trouver une solution à cette fragilité de notre société qui fait que nous sommes par vocation, presque par vocation, colonisables, n'est-ce pas? Par vocation dépendants, n'est-ce pas? Il faut sortir de là, et sortir de là suppose que les élites, au lieu de se laisser happer par les séductions de l'occidentalité, et de s'intégrer dans la civilisation occidentale, sans regret, eh bien, ferait un effort désormais pour partager les joies et les épreuves du peuple et les manifestations quotidiennes de la vie. Partager la vie du peuple, n'est-ce pas? Et même pour ceux qui ne savent pas lire, essayer de faire accéder à des problèmes techniques ou savants la réflexion du peuple. Pourquoi ne pas inviter le peuple analphabète à réfléchir sur les conséquences de l'envoi du premier Spoutnik, n'est-ce pas, dans l'espace? Pourquoi ne pas inciter le peuple à réfléchir sur, c'est un exemple, c'est un questionnaire que nous avons envoyé, diffusé d'ailleurs auprès des chefs d'État, sur le concept d'État dans la tradition de la civilisation négro-africaine, qui n'est pas le même que le concept d'État que nous avons hérité de l'Occident, n'est-ce pas, et dont l'implantation, le fonctionnement un peu spécifique suscite des problèmes, n'est-ce pas? Une des raisons pour lesquelles, au sein de l'OUA, on s'entend difficilement, c'est que précisément nous avons emprunté un instrument, ce concept d'État, qui a sa vocation spécifique, n'est-ce pas, qui a ses caractéristiques, ses exigences, et dont le développement ne s'adapte pas tout à fait aux besoins de nos peuples, n'est-ce pas, et aux problèmes qui caractérisent notre civilisation. Voilà, je voulais vous dire que il ne suffit pas que des savants se rencontrent, se penchent sur un malade qui s'appelle, un corps social qui s'appelle la société nègre. C'est très bien, mais il faut aller plus loin, n'est-ce pas? Parce que ceux qui se penchent sur le malade, le grand malade, le voient de l'extérieur. Et très souvent ne partagent pas l'expérience intime de ce peuple qu'on est en train d'examiner, n'est-ce pas? Il faut tout de même associer ce peuple à la réflexion sur son propre mal et à la recherche du remède approprié à ce mal. Hein? Et pour cela, il faudrait que l'élite accepte de partager la vie artistique, sociale, spirituelle du peuple, sans renoncer à sa personnalité, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il faut accepter que ce soit un enrichissement que de partager la vie du peuple. Au niveau des langues d'abord. Je ne sais pas pourquoi nos savants n'exprimeraient pas dans leur langue, dans certaines circonstances, leurs travaux scientifiques dans le domaine de la recherche scientifique en physique, comme le fait Cheikh Anta Diop, n'est-ce pas? Dans le domaine de la pensée théologique, comme certains l'ont fait, me dit-on, au Ghana. Dans le domaine de la philosophie. C'est un gros problème, n'est-ce pas? On parle d'ethnophilosophie, mais il faudra que surgisse une véritable philosophie africaine. Mais cette philosophie africaine ne sera possible, c'est-à-dire nos philosophes ne cesseront d'être annexés aux problématiques propres à l'histoire occidentale en philosophie que le jour où, s'associant à l'expérience historique et politique de leur peuple, ils auront fait surgir des problématiques nouvelles. N'est-ce pas? Et cela, s'ils y concentrent, je crois que c'est la meilleure façon de faire surgir une philosophie nouvelle qui sera une philosophie africaine. Non pas la philosophie d'un peuple, on ne trace pas la philosophie, mais un style de philosophie, n'est-ce pas, qui serait commun à ce peuple et dont les résonances seraient proprement africaines et se référeraient à des aspects différents de notre civilisation. Vous posez là, monsieur le professeur, le problème des rapports actuels entre toute
les élites des sociétés africaines imprégnées d'occidentalité, c'est-à-dire assimilées, et les peuples d'où jaillissent les civilisations originales. Exactement. Ce problème que vous posez, il est nôtre en Haïti comme il est vôtre au Sénégal. Mais vous parlez de langue. Vous savez que c'est l'un des problèmes qui se posent actuellement partout dans la communauté nègre mondiale. C'est le problème entre la langue de l'ancien maître et celle que le peuple a développée. Comment voyez-vous ce problème actuellement à la lumière des expériences d'alphabétisation? On vous dira que le problème des langues est insoluble parce qu'il y a une multitude de langues. Je parle de l'Afrique, n'est-ce pas, de langues en Afrique. Je ne pense pas que ce soit un argument suffisant. Je pense qu'il ne faut pas attendre que les gouvernements, dont les motivations sont toujours de caractère politique, se déterminent à choisir ensemble une langue à développer pour toute l'Afrique. N'est-ce pas? Si ça arrive, ce ne sera pas pour demain matin. Il faut que les cadres, je veux dire les responsables administratifs, aussi bien que les intellectuels dans les universités, dans les églises, etc., acceptent d'exploiter les possibilités, les capacités de chaque langue. N'est-ce pas? Je ne vois pas pourquoi le prêtre ne ferait pas ses sermons en langue africaine. Je ne vois pas pourquoi le théologien africain n'exprimerait pas la pensée théologique dans un langage accessible aux paysans de la brousse. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, tout de même, pour Dieu, on est tous sur le même plan. N'est-ce pas? Alors, il parle toutes les langues. Il parle toutes les langues. Alors, il faut inventer. Sinon, on est victime d'une tentation d'accaparer au profit d'une élite, c'est-à-dire d'une classe, n'est-ce pas, ce qui appartient à tout le monde. Absolument. Mais dans notre cas, par exemple, vous savez, quand la lumière nous vient à nouveau d'Afrique, par vous, professeur, il faut en profiter au maximum. Dans notre cas, notre langue, c'est le créole. La langue de l'élite, c'est le français. Comment auriez-vous demandé l'orientation de notre éducation? Moi, je ne sais pas, je n'ose pas me prononcer parce que je ne connais pas Haïti, n'est-ce pas? Mais je suis porté à penser qu'il faut utiliser les langues disponibles. Vous n'avez que deux langues, vous avez la chance de n'avoir que deux langues, le français et le créole. Il faut exploiter au maximum ces deux langues. Chez nous, il y a des centaines de langues, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, même chez nous, il faudra qu'on utilise au maximum les capacités d'expression et de créativité de chaque langue. N'est-ce pas? Une langue est une chose vivante, qui n'est pas prisonnière des manuscrits, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est vécu par le peuple et développé chaque jour par le peuple, n'est-ce pas? Eh bien, il faut utiliser cette langue vivante, n'est-ce pas, pour dire tout ce que nous avons à dire. Professeur, quelle est au Sénégal la position des élites face à la culture traditionnelle? Les élites, vous voulez dire des dirigeants politiques ou bien... Des élites en général, pris dans un sens global. Eh bien, nous sommes un pays occupé, devenu français depuis plus de 3 siècles. En Afrique occidentale, nous sommes certainement la plus ancienne colonie, n'est-ce pas? Cela n'est pas sans conséquence. Nous sommes assimilés, comme cela arrive souvent aux Antilles. Et nous nous partageons en deux. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les cadres, l'élite, qui bénéficient de certaines structures sociales apportées par les Européens. Les assimilés, ce sont les fonctionnaires d'administration, les instituteurs, les médecins, etc., n'est-ce pas, qui s'efforcent de vivre à l'européenne et tantôt s'expriment en français et quand ils sont en famille s'expriment en wolof, là où il le faut, n'est-ce pas? Ils manifestent, ils utilisent les deux langues. Mais ils sont tentés, ces cadres, de s'accommoder de plus en plus des structures que l'Occident a apportées, n'est-ce pas? Parce que les structures de l'Occident sont un tremplin de promotion sociale. Hein?
Alors vous verrez, même les jeunes gens, on en parle beaucoup, des jeunes gens qui viennent d'Europe et qui, bardés de diplômes, s'empressent d'avoir villa, voiture, télévision, frigidaire, etc. N'est-ce pas? Et de ne pas penser à autre chose. Il est facile, quand on est bardé de diplômes et qu'on a une bonne situation, de ne plus voir le peuple. Et surtout de ne pas exercer dans la brousse. Vous avez demandé, professeur, à l'élite de tout partager avec le peuple, mais vous n'avez pas cité la politique. Le côté politique de la question est tout aussi important, selon moi. Bien sûr, mais c'est pour cela que j'ai fait allusion tout à l'heure à un questionnaire que nous diffusons en ce moment auprès des politologues africains et auprès des dirigeants des chefs d'État ou chefs de parti en Afrique. Un questionnaire sur le concept politique dans la civilisation négro-africaine, depuis les origines et l'évolution de ce concept jusqu'à nos jours. Et nous pensons qu'il y a une pensée politique traditionnelle qu'il serait désastreux de sous-estimer ou de laisser détruire. N'est-ce pas? Il faut tout recueillir et réfléchir sur tout cet héritage. N'est-ce pas? Des hommes ont existé qui tout de même ont géré des sociétés, n'est-ce pas? Et ont maîtrisé des milieux, un environnement, qui ont amassé une certaine expérience de gestion sociale, politique donc, et ces hommes ont laissé des proverbes, des contes, des mythes, des récits, n'est-ce pas, qui constituent une véritable bibliothèque de sciences politiques traditionnelles. Et à l'heure actuelle, dans beaucoup de pays africains, vous avez encore les chefferies traditionnelles qui subsistent. Je ne dis pas qu'il faille revenir en arrière. Je dis simplement que pour avancer, il faut partir du niveau de l'expérience politique du peuple et lui révéler progressivement les impératifs nouveaux que nous impose la société moderne et l'amener à créer, secréter des institutions et des concepts nouveaux dans son langage, de manière à exercer comme il faut ses responsabilités dans la société moderne, tout en restant fidèle à l'enracinement. Merci beaucoup. Tu poses la question. Parlez-nous un peu de l'expérience qui se poursuit actuellement en Tanzanie, monsieur le professeur. Vous savez, je ne peux guère vous en parler, je ne suis pas tanzanien, n'est-ce pas? Je n'y suis pas allé tout le temps, il y a plusieurs années que je n'y suis pas allé. Mais j'ai connu Nyerere il y a 16 ans environ. C'était au moment où il venait d'accéder à la magistrature suprême. Après avoir passé un an totalement indépendant vis-à-vis du gouvernement pour essayer de rassembler son peuple. C'est-à-dire qu'il a partagé pendant un an l'expérience de son peuple dans tous les villages. N'est-ce pas? Eh bien, il est revenu au pouvoir parce que le peuple lui faisait confiance et il a maintenu sa méthode de gérer la société tanzanienne, n'est-ce pas? Et en vivant à côté du peuple, en partageant l'expérience du peuple, n'est-ce pas, et en partageant aussi les privations du peuple, n'est-ce pas, et en s'efforçant de penser de manière autonome, originale, personnelle, et non pas à travers des schèmes tout faits empruntés à l'Occident, n'est-ce pas. Son socialisme, c'est une manière de société africaine développée, société africaine qui aurait inventé sa propre modernité, n'est-ce pas? C'est cela son socialisme, je crois. Je ne peux pas me prononcer trop parce que je ne connais pas. Je connais Nyerere, mais je connais pas très bien la Tanzanie. Trop loin, je n'y vais pas. Mais alors l'homme lui-même, qui est-il? Julius Nyerere, vous le connaissez, pouvez-vous nous en parler? Dire que je connais un chef d'État, c'est prétentieux. Mais je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré et nous avons sympathisé, certainement. Et c'est un instituteur qui a, à un moment donné, interrompu son enseignement, après avoir fait des économies, je crois, et il a entrepris des études tout seul à Londres. Il est revenu, nanti de diplômes universitaires, mais immédiatement s'est jeté dans la bataille du peuple, n'est-ce pas? A fait des expériences de communautés de base dans différentes régions. Et lorsque l'indépendance est arrivée, son peuple était presque préparé. Et par acquis de conscience, il a voulu se libérer de ses charges de chef d'État pendant un an. C'est unique dans l'histoire africaine. Unique, l'histoire du monde, peut-être aussi. Pendant un an,
pour travailler avec le peuple, communier avec le peuple et observer de près, librement, sans contrainte, les problèmes réels de son peuple. N'est-ce pas? Et c'est pour cette raison, je crois que malgré la pauvreté relative de la Tanzanie, la modicité des moyens dont dispose Nyerere, c'est tout de même un des pays les plus admirables et les plus respectés. Et l'autorité morale de Nyerere, sur le plan international, est incontestée. Eh bien voilà, je vous remercie, professeur. Haïti a le problème. L'extrême vitalité, la créativité intense qui anime les Haïtiens, les écrivains, les intellectuels, les peintres. Et j'ai été tenté depuis quelques jours que je me promène de penser que Haïti est un petit peu le quartier latin du monde noir. Tant il y a de possibilités de créativité culturelle, intellectuelle, philosophique ou autre. Malheureusement, vos livres se diffusent mal, le tirage est très modeste et vous n'avez pas bénéficié pas d'un réseau de diffusion conséquent. Mais j'ai souvent dit à Jean Brière et à Dorsainville, Roger, qui sont à Dakar, leur ai souvent conseillé d'organiser à la radio une semaine consacrée à Haïti pour présenter les écrivains, les artistes, les œuvres caractéristiques de la civilisation haïtienne. Et ça, je voudrais vraiment qu'un jour ils puissent le faire de manière que le Sénégal et les pays environnants connaissent un petit peu les grandes pages de l'histoire haïtienne et de la littérature haïtienne. Je crois que tout homme de culture du monde noir se doit de faire un pèlerinage ici. Monsieur le professeur, dites, serait-il possible que le 3e congrès, qu'un congrès d'écrivains et d'artistes noirs ait lieu à Port-au-Prince? Est-ce qu'on pourrait compter sur vous pour une... Je le souhaiterais beaucoup, mais je ne peux pas en décider. Je ne peux pas en décider. Ce qui est décidé, c'est qu'il y aura un 3e festival mondial des arts nègres dans un pays d'Afrique francophone en 1981. Et festival dont le thème a été arrêté, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Par ailleurs, nous avons décidé d'organiser 2 pré-colloques au colloque de ce festival qui sera, c'est un congrès d'écrivains, n'est-ce pas? 2 pré-colloques, l'un d'eux se fera à Dakar et en 79 et l'autre se fera en 80, je pense, chez Aimé Césaire. À Fort-de-France. À Fort-de-France. Et l'année d'après, ce sera l'année du festival. Merci encore. Voilà.